Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'automobile dans tous ses états, avec aujourd'hui en titre « La presse auto est-elle dans le coup ?» C'est une réalité bien connue, quand l'industrie auto s'enrhume, la presse auto tousse. Un adage qui se vérifie chaque jour un peu plus, alors que la presse papier automobile subit de plein fouet la crise entamée il y a quelques années. Fini l'époque lointaine des gros tirages et des kyrielles de numéros spéciaux et autres hors-série. Désormais, la presse auto spécialisée doit se battre bec et ongles contre la presse quotidienne, les grands hebdomadaires, les news magazines, mais aussi Internet et les réseaux sociaux. Sur ces réseaux sociaux, tout un chacun rêve d'y devenir essayeur de Dream Car pour nous confier ensuite douagour et sueur au front leurs impressions forcément passionnantes de néophytes digitalisés. Mais en dehors des habitudes de consommation qui changent radicalement, ce bouleversement s'explique sans doute parce que la presse auto n'a pas su, à de très rares exceptions, prendre le virage digital. D'où le titre de cette émission, « La presse auto est-elle dans le coup ?» Pour tenter de répondre à cette question, voici les invités qui ont accepté de participer à cette émission. Denis Astagnaud est journaliste, rédacteur en chef à France Inter et chroniqueur à France Info. Il est également, et il aura l'occasion de faire preuve de ses talents, président de l'Association française de la presse automobile, et à ce titre, il devrait la défendre férocement. Sylvain Resser est rédacteur en chef de la partie automobile du Figaro. Il nous parlera de la place grandissante de la presse quotidienne dans le paysage automobile. Stéphane Bonnejean est responsable de la partie digitale de l'Argus de l'automobile et il nous expliquera comment son groupe a réussi le virage digital. Enfin, Pascal Boulanger est rédacteur en chef adjoint sur TF1 LCI, où il anime Auto Info, et il évoquera pour nous la presse auto télévisuelle. Denis, je me tourne vers vous. En tant que président de l'Association française de la presse auto, est-ce que le titre de cette émission, qui était volontairement un petit peu iconoclaste, vous fait réagir ? Alors oui, ça me fait réagir, d'autant plus qu'on a ouvert l'AFPA, l'Association française de la presse automobile, il y a quelques années aux journalistes qui n'avaient pas de carte de presse. C'est du propre. Je dis bien journalistes qui n'avaient pas de carte de presse, pas blogueurs, hein, c'est deux choses différentes. Mais il y a un certain nombre de jeunes journalistes qui travaillent pour des sites, que je ne nommerai pas, mais pour des sites de grands journaux, qui sont spécialisés dans l'automobile, certains spécialisés dans l'automobile, et qui ne sont pas, pour l'instant, reconnus par l'OJD et par la commission de la carte. Les instances professionnelles. Voilà, les instances professionnelles. Et comment ça se fait? Comment c'est possible, ça? Peut-être que la commission de la carte met un peu de temps à réagir. Peut-être que c'est difficile de savoir quels sont les sites qui sont réellement des sites journalistiques et d'autres qui sont des sites, disons... Des petits blogs fabriqués à la main sur blogueurs, etc. Voilà. Donc, nous avons décidé, le comité directeur a décidé de soumettre à l'Assemblée générale le fait qu'il y ait un certain nombre de journalistes, de jeunes journalistes qui puissent venir à l'AFPA sans carte de presse. Le problème, c'est que dedans, il y a un certain nombre de gens qui sont engouffrés parce que finalement, la carte de l'AFPA, on a une carte, peut remplacer pour certains la carte de presse ou du moins leur donner une sorte d'aura. Alors bon, mais cela dit, on est plutôt content parce que ça a plutôt rajeuni l'AFPA. Voilà, c'est une bonne chose quand même. Ça fait du bien. Oui. En plus, c'est des gens qui travaillent, qui font un vrai travail de journalisme. Donc, autant qu'ils soient dans une association de journalistes. D'accord, mais alors comment ça se passe? C'est sur dossier, il faut produire des écrits, oui, théoriquement, il faut regarder, en fait, sans doute, manque de personnel. Vous savez qu'à l'AFPA, on est tous bénévoles, évidemment, hein. Donc, on ne regarde peut-être pas suffisamment et on a sans doute accepté peut-être des gens qui ne méritaient pas tout à fait le titre de journaliste. Parce que là, moi, quand on évoque ça ensemble, je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied, quelque part? Non, je ne crois pas, parce que de toute façon, on ne peut pas ignorer la presse média. Hein. On ne peut pas ignorer la presse sur Internet. Oui. Donc, oui, bien sûr. Il faut qu'on soit assez rigoureux. On a rejeté un certain nombre de blogueurs, hein, c'est vrai. Je sais qu'il y a eu des fausses cartes AFPA qui ont été faites, ce qui prouve quand même que ça a une valeur. Et puis d'un autre côté, bon, c'est un peu de la... Oui, puis il y a beaucoup de jeunes quand même. C'est ça. À un moment donné, il faut leur donner leur Exactement, chance. mais avant qu'ils aient une carte de presse, évidemment. C'est un moyen de leur mettre le pied à l'étrier. Oui, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça. Vraiment, que nous avons fait ça, parce que, encore une fois, l'initiative ne vient pas seulement de moi. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, malgré tout, comme on parle de la presse, de la presse papier. La presse papier, je parlais tout à l'heure des hors-séries, je
Je parlais des choses de ce genre. J'essaye de tourner ça, mais c'est pas très facile. En fait, bon, vous avez un package pour 3,70 €. Vous avez l'autojournal et Auto Plus. Bon, on sait que c'est le même groupe de presse, donc ils peuvent se permettre de faire ça, mais qui profitent du mondial pour essayer de vendre ça à 3,70 € pour vendre deux journaux d'auto. Donc on a l'autojournal, on a Automoto. On a des choses comme ça. On a l'Argus, dont on parlera tout à l'heure avec Stéphane Bonnejean, qui lui est responsable du digital, qui est l'un de ceux qui, à mon avis, a réussi à prendre le virage. Et puis on a aussi la concurrence de cette presse-ci, voilà, de la presse générique, qui marche très très bien. Et Sylvain Resser, justement, du Figaro, vous pouvez nous en parler. En fait, au Figaro, on est peut-être les derniers à soutenir l'automobile avec autant de conviction, parce que quand on regarde les quotidiens nationaux, il y a quasiment plus de rubrique automobile à part le Figaro. Je ne vais pas citer mes concurrents, mais Le Monde quand même. Le Monde, mais il y a quand même une place nettement moins importante que chez nous qui est accordée à l'automobile. L'équipe aussi parle pas mal d'automobile, mais finalement... Que voici, que voilà. Et ça reste difficile, me disent souvent les journalistes de l'équipe, mais c'est vrai que l'équipe a toute légitimité parce qu'à la base, ça s'appelait l'auto quand même, l'équipe. Oui, donc voilà, c'est le maintien d'une tradition. Mais il faut savoir que c'est un combat permanent parce qu'on est dans un environnement assez autophobe d'une manière générale. C'est clair. Et il faut se battre pour que l'automobile conserve sa place. Mais alors, ça veut dire qu'il y a aussi un changement d'époque. Moi, je me souviens à chaque fois que je croise des confrères de la presse quotidienne régionale, ce qu'on appelle entre nous la PQR, ils se battent tous comme des chiffonniers pour décrocher la rubrique auto parce que ça leur permet d'aller faire des voyages, d'avoir des voitures gratuites, d'essayer ceci, d'essayer cela. Donc ça, c'est en train de passer à la trappe. C'est-à-dire que nos gouvernants ont fait en telle sorte l'automobile c'est tellement polluant, ça tue des gens sur la route, ça sent pas bon, etc., etc. On est tellement passé dans l'autophobie que du coup même les rubriques automobiles disparaissent de la PQR ou des choses comme ça. C'est clair que ça devient compliqué, mais en même temps, et c'est un paradoxe, on n'a jamais eu autant besoin d'informations sur l'automobile, parce qu'on est dans une vraie mutation avec la voiture électrique, la voiture autonome, et j'en passe. Et les lecteurs, les automobilistes et les citoyens d'une manière générale n'ont jamais eu autant besoin d'être informés sur ce qui se passe dans l'automobile, sachant que c'est quand même le deuxième secteur où les gens investissent le plus. L'immobilier, c'est le deuxième budget de la famille. Deuxième budget des ménages. Et deuxième secteur employeur en France. En France, absolument. Bien sûr. Et puis, si je me souviens bien, c'est le quatrième poste de recette pour l'État. Aussi, toutes les taxes et tout ce qui tourne autour du carburant, de l'automobile et tout, ça se compte en milliards d'euros, je sais plus autant combien. que l'impôt sur le revenu. Bah voilà, donc, et alors on s'aperçoit, hein, je fais ma petite tournée des magazines et comme ça après ça sera fini, on s'aperçoit que tout le monde vient se positionner là-dessus. Bon, c'est le mondial. Ça, c'est l'actu, c'est normal. Oui, c'est le mondial, ça serait dommage de le rater, mais bon, quand on voit des choses comme ça, il y a aussi beaucoup de lifestyle, hein, où vous avez des montres, des cravates, de la mode, des motos, des voitures. Et puis, il y en a qui essayent de revisiter. Moi, au niveau maquette, je trouve ça plutôt pas mal. Je ne vous montrerai pas l'intérieur parce que c'est compliqué. Mais je peux vous garantir que l'intérieur est à la hauteur de la couverture. Et c'est plutôt pas mal fait. En plus, c'est fait en province, du côté de Lyon, me semble-t-il. Et c'est pas idiot. Parce que quand on regarde, hein, je me suis permis d'éditer le dernier classement de l'ex-OJD qui s'appelle maintenant la CPM. Il y a 360 magazines qui sont classés. Le premier, c'est TV Magazine avec pas loin de 4,9 millions d'exemplaires. Et il faut attendre la 39e position pour arriver au premier journal automobile, Auto Plus, qui est à 274 000 et des poussières. Si je me souviens bien, et je parle sous votre contrôle, messieurs, la grande époque d'Auto Plus, c'est 350, 360, 370 000 exemplaires toutes les semaines. Donc on n'en est plus là. Et pour retrouver le deuxième, c'est Automoto, avec 160 000 exemplaires et il est à moins 6,77. Et Autoplus, avec ses 275 000, est à moins 53. Automoto bénéficie en plus du soutien de l'Automobile Club de l'Ouest, par exemple. Oui, absolument, puisqu'il y a des pages spécifiques. Alors, il y en a, a priori, qui ont su, au milieu de tout ça, je pense que le problème, c'est que ces groupes de presse n'ont pas su prendre le virage digital. Je me souviens des rédactions que j'ai fréquentées où on disait au début d'Internet, c'est un truc qui coûte cher, qu'est-ce que ça nous rapporte ?
Bon, on le fait parce qu'il faut être présent. Si on n'est pas présent, les autres le sont. On va dire, tiens, si on tape autojournal.com et qu'on nous dit aucun résultat de recherche trouvé, on ne peut pas se le permettre. Mais donc, on va mettre des petits jeunes à qui on va donner des haricots. Et puis, ils vont nous faire ça. Ils vont remplir des pages écran. Et puis, comme ça, on sera présent. Et puis ça va aller. Et je ne sais pas si encore ces jeunes sont payés encore à la ligne, mais c'est arrivé. Je me souviens d'un site qu'on ne nommera pas, mais qui se termine en ZIAC. Et où, bon, ça remonte à quelques années, mais je crois que c'était 10 € la page écran. 10 € la page écran, donc qui est-ce qui pouvait faire ça? Ceux qui habitaient chez papa et maman, qui étaient étudiants, passionnés de voitures. De temps en temps, ils récupéraient une jolie voiture pour le week-end. Ça ne payait pas l'électricité, ça ne payait pas l'ordinateur, l'usure de l'ordinateur. Mais bon, ils avaient une petite voiture pour aller faire joujou le week-end. Et c'est vrai qu'en faisant ça, on tue totalement une profession. On tue totalement. Stéphane Bonnejean, je revenais vers vous parce que vous représentez la partie digitale de l'Argus de l'automobile. L'Argus de l'automobile, je vais dire une bêtise, mais c'est quoi? Plus d'un siècle d'existence? Création en 1927, oui. Voilà, création en 1927. Donc les premiers essais, c'était on a roulé dans les taxis de la Marne ou des choses comme ça, j'imagine. Et aujourd'hui, visiblement, le groupe a vraiment bien pris, vu de l'extérieur, le virage du digital. Il y a eu beaucoup d'acquisitions. Il y a eu beaucoup d'acquisitions de différents sites et je crois qu'il faut nous en parler. Si je ne me trompe pas, en régie, je crois qu'on a un petit graphique qui montre le nombre de pages vues chez vous. Donc, parlez-nous-en et puis l'image va arriver derrière. En fait, l'évolution du groupe, elle était à la base papier et du coup, il y a une vraie suite logique à venir sur le digital. Comme tous les groupes de presse, l'Argus a mis un peu de temps à l'allumage, mais ça c'est plutôt logique. Oui, j'ai l'impression que vous avez fait plutôt vite par rapport à beaucoup de concurrents. Évidemment, mais on aurait pu aller plus vite et gagner encore plus de temps. Là aujourd'hui, on a une belle évolution, on a une organisation, une rédaction qui est vraiment dédiée au web. Et donc là, ce que vous voyez derrière, c'est une dizaine de personnes. C'est beau. Voilà, avec moi qui suis responsable aussi en charge des réseaux sociaux avec un community manager. Et donc ce que vous voyez derrière vous, c'est en fait l'évolution du trafic global. Et donc ça, c'est la page vue et la visite, donc le nombre de lecteurs qu'on attire chaque mois sur le site. Donc c'est des chiffres qui sont en évolution forte, des chiffres qui sont certifiés par la CPM, ExoJD, comme tu l'as dit au début. Et donc là, pour révéler un tout petit secret, en septembre, avec le mondial, on va encore battre un de nos records de visites avec pas loin de 4 millions de visiteurs uniques sur le site en un mois. C'est ce que je voyais, là, oui. Qu'est-ce qu'on comptabilise exactement? Le nombre de clics exactement ou quoi? Là, quand je parle de visiteurs, tu as vraiment le nombre de visiteurs, donc le nombre de gens dédoublonnés qui sont venus. Voilà. Un utilisateur, si toi tu viens 2 fois, tu es compté qu'une seule fois. D'accord. Voilà. D'accord. Donc un vrai beau virage, mais d'après ce que j'ai vu, vous ne faites pas que ceci. Il y a aussi la vraie vidéo, il y a une web TV avec des choses qui marchent bien. Oui, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est que vu que la presse auto, papier en général, se casse un peu la figure depuis Sans blague. Une paire d'années, tu parlais des chiffres de diffusion d'Autoplus. L'Argus, à la belle époque, c'était entre 120 et 150 000 exemplaires semaine. Oui. On est loin de ces chiffres-là aujourd'hui, même si... En revanche, il y a un vivier de quoi? Un peu plus de 30 000 abonnés? Oui, tout à fait. On a un beau vivier d'abonnés, on a aussi une diffusion kiosque qui reste stabilisée et on a des produits qui marchent très bien en kiosque. Donc le papier n'est pas mort chez nous, donc on continue à le soutenir. Les produits, c'est quoi? C'est des hors-séries, c'est des choses spécifiques? C'est des trimestriels très spécifiques. On a une vraie compétence dans le monde de l'occasion, donc on a un trimestriel occasion. Parce que de toute façon, excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez, je dirais, une clientèle captive et prisonnière. Quand quelqu'un arrive quelque part chez un concessionnaire en disant vous voudriez bien me reprendre votre voiture, je vous en achète une neuve, mais reprenez-moi la mienne. J'ai vu qu'elle valait tant, et puis j'ai vu ça sur tel site, et là on sort l'arme absolue chez le professionnel. Et monsieur, c'est la cote Argus et pas une autre, parce qu'elle est relativement favorable aux professionnels. Et donc c'est l'arme absolue. L'Argus, c'est passé dans le langage courant. On ne dit pas la cote d'une voiture, on dit l'Argus d'une voiture en France. Tout à fait, mais en fait le lien entre la cote Argus et l'éditorial, il est assez faible. Au final, tu as raison, au moment de l'achat ou de la vente de son véhicule, on a besoin de la cote, qui est un outil pour négocier avec un professionnel. Très bien, mais quand on essaye d'informer les gens, de faire du journalisme automobile,
La cote, c'est pas du tout un levier pour nous d'acquisition de trafic, bien au contraire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, puisqu'on parle de levier d'acquisition de trafic, je vais demander à ce qu'en régie, on nous envoie une des petites vidéos que vous faites. Moi, j'ai trouvé ça très, très marrant. Vous m'en avez envoyé plusieurs. Je les ai bien regardées. On va commencer par une vidéo sur la Citroën C3, et puis on va la laisser dérouler un petit peu, et puis vous nous expliquerez après ce qui se passe, ce que vous faites et pourquoi vous faites ça. La nouvelle C3, c'est la star de la rentrée. C'est déjà la 3e génération que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Fini le style à papy, place à la modernité pour séduire les jeunes. Nouvelle recette pour un objectif très ambitieux. Citroën vise en effet la 3e marche du podium en France, mais également en Europe, rien que ça. Voyons voir déjà ce qu'elle vaut face à ses rivales de toujours, la Renault Clio et la Peugeot 208. Design. Donc, on avait laissé dérouler le son pour avoir un petit peu la petite mise en ambiance. Et mes confrères qui sont pas loin d'être des détectives privés ont reconnu l'endroit où c'était. Il y a un petit pied de nez, je crois. Hein. Bah, c'est juste en face de chez Renault. Juste en face du siège de Renault. Ouais. Mais on avait ramené une Renault pour l'occasion, vu qu'on opposait la C3 à la Clio et la 208. Voilà. Donc, voilà. Et alors ça, ceux qui tournent ça font partie des 10 personnes que vous évoquiez tout à l'heure au niveau du digital. Alors là, oui. C'est encore une oui, équipe tout à fait. Là, différente. en présentateur, tu as Julien Sarboraria, qui est un rédacteur chez nous, journaliste, qui vient du monde des pure players. Et derrière la caméra, c'est moi. Le montage, c'est moi. La réalisation, c'est moi. Donc avec une petite équipe, l'Argus essaye de toucher à tous les domaines, que ce soit de la vidéo, du texte, de l'image. Et en fait, on essaye de s'adapter au mieux possible aux évolutions modernes du journalisme. Donc ça ne vous dérange pas si désormais je vous appelle plus Stéphane Bonnejean, mais Stéphane Victorinox ou Couteau Suisse, parce que visiblement, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, très souvent dans le domaine du digital, il faut savoir tout faire. C'est ça. En fait, au début de ma carrière, on m'appelait webmaster parce qu'on ne savait pas trop mettre une étiquette sur ce que je faisais. Oui. Aujourd'hui, ça reste encore compliqué, mais on a trouvé un mot qui est responsable digital. Donc, on peut mettre un peu de tout et on développe des nouvelles compétences et quand on en a besoin. Ce qui fait un peu peur, c'est le terme responsable. C'est-à-dire, habituellement, quand on parle de responsable, c'est celui qu'on cherche quand il y a un truc qui ne va pas bien, qui ne tourne pas bien, quoi. Aussi. D'accord. Pascal, je vous ai laissé un petit peu sécher. J'en suis désolé, mais la parole. Non, mais j'écoute, c'était passionnant. Bon, c'est gentil. La parole est ouverte, hein, bien évidemment. Chacun apprend quand il veut. Vous avez vous animez toujours une émission qui s'appelle Auto Info sur LCI, me semble-t-il. Oui. Hein, et donc, on va demander pareil en régie, mais on parlera dessus parce que pour un problème que je n'expliquerai pas, nous n'avons pas de son. Donc, on va essayer de passer la petite vidéo qu'on a récupérée. Il va y avoir, a priori, quelques modifications en ce domaine. Oui, absolument. C'est-à-dire que je quitte le groupe TF1, voilà, et donc après mon départ de LCI, apparemment il n'y aura pas de succession pour cette émission qui existe depuis 20 ans. D'accord. Alors excusez-moi, mais ce n'est pas du tout les images qu'on attendait. C'est pas grave. C'était des images de l'Argus qui fait vraiment tout, puisque là ils étaient en train d'essayer de battre un record avec une Civic Air, une Honda Civic Air sur le Nürburgring, mais je vous ai coupé, Pascal. Et avec un peu de chance, la régie va nous retrouver votre vidéo. Mais le groupe TF1, c'est quand même quelque chose qui est assez riche. Finalement, on s'aperçoit que plus que le service public, c'est plutôt les chaînes privées, les groupes privés comme TF1 et M6 qui ont encore des émissions automobiles. Oui. On parle de Turbo pour M6 et bien sûr d'Automoto qui est la plus ancienne émission automobile. La raison, c'est quoi? C'est que c'est de magnifiques pièges à pub, non? Évidemment, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de flatter le partenaire, le sponsor, parce que la ressource publicitaire automobile est l'une des plus importantes en télévision. C'est pas la première. Je pense que des groupes comme L'Oréal ou Danone sont bien au-dessus. Mais l'automobile rentre très vite dans le top 3, 4, 5 des... Vous voilà enfin à l'écran. Oui, voilà, ça c'était... Si vous pouvez nous faire le doublage en même temps. Non, je peux pas faire le doublage, on était quoi? C'est Talisman, là, on dirait? Oui, c'est Talisman. Donc ça, c'est un des essais que je fais depuis 20 ans. Donc malheureusement, ça risque de disparaître parce qu'il y a de moins en moins d'appétit pour l'automobile dans les rédactions parisiennes et je le regrette. Oui. En revanche, c'est vrai qu'une émission comme Automoto, elle existe toujours.
tant bien On se que mal, souvient c'est de Jacques difficile. Bonnecarrère, Ils sont oui. créés par Jacques Bonnecarrère il y a, là, c'était On va pas en parler, ça Ouais, va nous faire du mal. 74, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est vraiment une vieille émission qui, un dimanche matin, a toujours un peu de mal à faire 1,2 million, 1,3 million. Quand ils font ça, ils sont super contents. Le mondial est peut-être un petit accélérateur, mais pas beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui change beaucoup, les webmasters, nous, on a créé ça il y a 10 ans. Hein. On a commencé à créer ça en 2006, nous. Bien Donc sûr. on s'est déjà diversifié. Mais là, il y a une vraie mutation qui se passe en ce moment. Parce qu'en fait, c'est le replay, c'est les applis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le destin d'une chaîne comme LCI ou d'autres chaînes comme C'est BFM de ou disparaître iTélé? des écrans de télévision. Évidemment, c'est d'être sur des tablettes, c'est d'être sur des smartphones, c'est ça en fait qui va se passer. Elle va être Ça là, va la être la fête mutation. chez les opticiens. Oui, ça va être la fête chez les opticiens, mais en tout cas, voilà, c'est typiquement ça. Et même la télévision, la consommation de télévision, elle va aller sur les applis, sur les tablettes, quoi, tout simplement. Voilà ce qui va se passer, ce qui va permettre aussi d'améliorer les scores, parce que les scores qui sont parfois désastreux pour une émission de dimanche matin, parce que je ne sais pas ce que vous faites le dimanche matin, mais moi je regarde pas la télé. Comme Enfin, tout je le vais au monde, marché, je fais me du sport, repose, je me repose, je m'occupe enfin, de bon. moi-même Et je et de regarde ma pas nécessairement famille. la télé, mais le replay sauve tout ça, et les applis et tout ça va permettre de sauver et de redonner de l'audience et une vraie surface intéressante pour les publicitaires. C'est-à-dire que là, ils peuvent de nouveau revenir vers nous et être intéressés par l'offre automobile qui en plus peut être sur l'ensemble, hein, c'est vraiment l'ensemble qui s'appelle MyTF1 Oui. et qui concerne aussi bien LCI que TF1 et les autres chaînes du groupe. Et en plus, pour les annonceurs, ça veut dire qu'ils peuvent attraper en quelque sorte leurs spectateurs à tout moment de la journée, Oui. dans les transports en commun, pendant d'autres Exactement. activités, Voilà, ouais, au ouais. bureau et pas simplement Ça le soir. modifie complètement la consommation hein, C'est clair, de c'est clair. produits On peut télévisés constater- et automobiles. Ce qu'on peut Denis. constater, pardon Pascal, ce qu'on peut constater quand même, c'est que les deux émissions phares sur l'automobile à la télévision, qui sont Automoto et Turbo, sont déjà des émissions anciennes, enfin qui C'est ont clair, qui ont c'est une vraie clair. histoire, et elles n'ont pas modifié l'audience de la presse écrite en soi. Exact. C'est clair. Ça n'a pas Elles sont modifié. complémentaires. c'est Tout clair. est Elles sont complémentaire. On complémentaires, avance ensemble, c'est vrai. Voilà. En revanche, effectivement, Internet a nettement modifié le lectorat. Oui, Internet, c'est sûr. les réseaux Absolument. sociaux, Oui, ouais, c'est ouais, vrai. mais je pense être d'accord. Désolé. Tellement d'accord avec cette Des- remarque, c'est vrai. Désolé Stéphane, mais c'est effectivement, je pense, ce qui a fait le plus de mal à la presse papier. D'autant que je le disais, elle a eu du mal à prendre le virage. On a vu les premiers sites internet des journaux, c'était une pure recopie du papier, plus ou moins habile. Il fallait cliquer 7 fois pour arriver sur la page qui nous intéressait. Ensuite, on avait 12 pages écran d'essai. Enfin, c'était, C'est ça, ouais. on n'était pas du tout C'est dans très le format. indigeste et puis très C'était difficile. pas rapide, ça tournait pas, et puis en plus les gens étaient très ambitieux, c'est-à-dire qu'ils mettaient des animations pour lesquelles il fallait d'abord charger un logiciel avant d'arriver sur la première page. C'était un enfer. Aujourd'hui, celui qui fait ça, si c'est pas atteignable dans les 3 secondes, il change et il va ailleurs. Voilà. Et là, il y a une vraie mutation, on est d'accord. hein, C'est sur vrai les contenus. que ça a été très compliqué pour la presse écrite de prendre le virage. Ils avaient Elle n'a pas personne voulu qui- aller qui- sur Internet, Oui. donc elle a C'était laissé un d'autres ennemi. acteurs prendre position. Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas ne pas y aller, ils y sont allés un peu à reculons. Oui. Oh, Et, totalement, pas un et- peu, totalement. Et puis maintenant, ils y vont vraiment, mais du coup, trop tard. c'est un peu tard. Ils ont moins de moyens. Comme ils ont perdu des ventes pour le papier, ils ont moins de moyens à mettre sur le digital. Donc je suis c'est parfaitement Mais d'accord. tu C'est sais, la Sylvain, mauvaise même spirale. nous, on a été très timides en télé parce que des fois, on n'a pas osé aller aussi loin qu'aujourd'hui dans les applis, dans le multimédia. Et on s'est fait chahuter par des gens comme vous. Mhm. Parce que vous avez apporté des contenus riches C'est clair. qu'on n'avait pas C'est toujours au début et après, on s'y est mis. C'est- Donc, c'est- on se stimule, on se concurrence les uns les autres. hein. C'est clair que des supports comme le Figaro Oui. et d'autres ont apporté un autre éclairage. Un Tout à autre fait. éclairage, on n'était pas juste, pardonnez-moi l'expression, mais on n'était pas juste dans la bagnole, dans la ferraille, mais on disait pourquoi, on expliquait la stratégie marketing, pourquoi le placement, pourquoi elle est fabriquée dans telle usine, ce que ça peut entraîner, le placement produit, le placement du prix, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a amené beaucoup plus de choses. Et c'est vrai aussi que ce qui a fait du mal à Internet, on voit bien le comportement, c'est tiens, je veux me renseigner sur telle voiture, bah, demain midi, je prends un sandwich, je reste à mon bureau, je vais aller sur le net et puis je vais profiter de ce que la boîte a une magnifique imprimante couleur pour m'imprimer 22 pages d'essais qui m'intéressent et tout, et donc j'ai nul besoin d'aller acheter le journal. Non, mais ce qu'on voit, mais c'est vrai pour l'ensemble de la presse écrite, c'est que les gens ne veulent plus payer d'informations en fait, parce qu'ils considèrent
Aujourd'hui, on va sur Internet, que l'information, elle est gratuite. Elle est à les disposition. jeunes, les jeunes, c'est comme ça. Enfin, moi, j'ai Donc, j'ai de grands enfants qui, depuis longtemps, ne consomment plus en payant la presse. N'achète plus. En fait, quand ils lisent des journaux, c'est parce que papa l'a acheté. Puis sinon, eh ben, ils ont une relation totalement gratuite avec l'information. La révolution, elle est là, en fait. Oui, c'est clair, on ne veut plus payer dans la mesure où sur le net, on se dit, de toute façon, en cherchant un peu, je vais finir par trouver ce que je veux, gratuitement. Absolument. Moi, j'aurais tendance à modérer légèrement les normal, choses. C'est normal. En disant qu'on n'a plus envie de payer pour des choses qu'on peut avoir facilement. C'est-à-dire que acheter un canard pour lire l'actualité d'il y a 2 semaines, ça m'intéresse pas, effectivement, parce que j'ai mon smartphone dans ma poche et je vais avoir beaucoup de choses plus intéressantes. Un truc mis à jour dans la demi-heure. Par contre, pour des contenus vraiment de qualité ou différenciants que le média web et Internet ne peut pas bien diffuser, là, d'accord, la presse papier a encore de beaux jours devant elle. Et il y a plein de créations de magazines qui existent hors presse auto, parce que la presse auto c'est un peu compliqué, mais qui marchent très très bien dans les verticales mode, enfants, etc. Il y a plein de choses qui se renouvellent. Après, moi je peux me tromper, mais je crois toujours dans un retour, une remontée du papier, parce que je pense qu'il y a un moment où malgré tout, on a la génération qui a démarré avec les tablettes et tout ça, qui à un moment va avoir besoin de se poser. C'est, je veux dire, un journal entre les mains, il y a une texture, il y a une couleur, il y a le fait de tourner les pages et tout. Alors après, je réagis peut-être en fonction de mon âge et tout. Parce mais... qu'on tourne des pages sur une tablette. Oui, mais enfin, ça n'a rien à on voir. tourne des pages, mais on n'est pas surpris, alors que dans un journal, on est surpris. C'est comme lire un roman qu'on tient à la main et utiliser une liseuse électronique. C'est l'effet sablier, en fait. C'est comme dans l'automobile où vous avez du low cost et du très haut de gamme, et aujourd'hui, vous avez le milieu de gamme qui a de plus en plus de mal à vivre, et la presse automobile, à mon avis, vous aurez du consommable, un journal, un hebdo ou autre que vous achèterez, vous trouverez toutes les nouveautés, un papier de qualité moyenne. Une fois que vous l'avez lu, vous le mettez à la poubelle. Oui. Vous aurez des journaux, des magazines très luxueux avec un très beau papier, des belles photos que vous ne verrez pas ailleurs et que vous aurez envie de garder, poser sur la table dans le salon. Je me mets dans la bibliothèque et c'est peut-être ça. J'abonde dans votre sens. Je me souviens à l'époque où j'étais dans le groupe où il y avait l'autojournal, Autoplus et tout ça. Quand on interrogeait des gens qui achetaient l'un ou l'autre, les gens nous disaient ah bah moi Autoplus j'aime bien, je l'achète quand je prends le train entre Rouen et Paris ou entre Paris et Rouen quand je rentre le soir. Je le lis et quand je me lève, je le laisse dans le train, à côté de moi. Et on interrogeait les lecteurs de l'autojournal, ils disaient pas question, moi j'achète mon journal. D'abord, j'ai pas le temps de tout lire pendant que je suis dans mon train, je le garde précieusement et je le relis à la maison et mon fils le lit derrière moi, etc. etc. Alors là, on parle de la presse généraliste, mais tout à l'heure, on a fait allusion à la presse spécialisée. Il y a la presse spécialisée pour l'automobile marche plutôt bien, finalement. Oui, quand elle est dans des niches. Oui. Voilà, quand elle est dans des niches, quand c'est Auto-Rétro, quand c'est Youngtimer. Oui, automobile classique. Youngtimer a été lancé à un moment donné où on disait déjà que la presse automobile allait mal, et manifestement ça marche pas mal. La preuve, c'est que Autoplus a fait aussi un supplément de Autoplus hors-série, etc. Voilà. Donc il y a un vrai... pour les niches, je pense qu'il y a une vraie opportunité et qu'on ne retrouve pas forcément sur le web. Parce que sur le web, on ne peut pas être surpris, on peut pas... Non, puis c'est volatile. C'est volatile. Non, Nicolas, il y a Denis qui est à table et on n'a pas encore parlé de l'automobile et la radio. Ça m'intéresse de savoir aussi la relation qu'il y a... l'automobile en radio. L'automobile en radio, c'est assez difficile. Alors, c'est bien parce que la radio, comme vous le savez, c'est les images qu'on a dans la tête. Donc, c'est à nous de les mettre. C'est pour ça que c'est très riche. Oui, et c'est à nous de décrire une voiture que les gens ne voient pas. Donc ça, c'est un défi. C'est un exercice que j'adore, moi en plus d'ailleurs. Mais en plus, on peut être peut-être plus impertinent à la radio qu'on ne l'est à la télé ou sur le web, parce qu'on n'a pas d'image, justement. Ça passe mieux. Ouais. Et donc parce qu'on est libre. Parce qu'on est libre de commenter. On ne raconte pas d'histoire. On commente, on analyse. C'est une autre façon de parler de l'automobile. Moi, je peux parler tranquillement de la voiture autonome sans montrer d'image, évidemment. Alors, on a aussi une page web sur franceinter.fr ou franceinfo.fr. Simplement, c'est vrai qu'en ce moment, à la radio,
il y a moins de rubriques automobiles, notamment sur France Inter, il n'y en a plus. La La place de l'automobile dans la radio, ça devient compliqué quand même. Oui, mais un ça peu, devient un peu compliqué. partout. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on a des gouvernants qui nous disent que l'auto, ça tue, ça pollue, c'est Voilà, sale, il y a ça, il y a c'est ça. pas bien. Et il y a le fait ça devient que, il y a honteux, le quoi. fait que les dirigeants, que ça soit radio, presse écrite, Des rédactions, on va dire. ou télé, des rédactions, viennent en général soit avec une voiture de fonction, soit en taxi, parce qu'ils habitent Paris et qu'ils travaillent à Paris, soit soit une voiture de fonction, soit en taxi, soit avec une voiture avec un chauffeur. Oui. Bon, pour les rédacteurs en chef, c'est plus rare, mais enfin, pour les PDG, c'est le cas. C'est donc, plus, ils c'est se plus une disent, voiture, mais- c'est devenu une bagnole. Oui, c'est ça. Donc ils se Et, disent, mais la voiture, c'est fini, on n'en parle plus. Bah, évidemment, ils ne la pratiquent pas tous les jours. Ah oui, ils Donc, préfèrent le golf et la voile. par exemple. Hein Sylvain. Non, mais ça, c'est propre. C'est vrai que la presse, en général, elle fait beaucoup trop de parisianisme. Parce que quand on est en province, on peut pas se passer de sa voiture. La question se pose pas. La il y a pas voiture de est train. obligatoire. Si Bien on sûr. veut En conserver région sa de montagne, mobilité, la voiture bien est sûr. obligatoire. Bien sûr, c'est clair. On voit que les Français s'y trompent pas quand même, hein, parce que 9 Français sur 10 pensent toujours que la voiture est un vecteur de liberté. Donc c'est pas tout à fait... mais il n'empêche qu'à Paris, qui est la ville la plus autophobe de France, tout le monde le sait, et la ville la moins motorisée de France... Ça n'est pas de notre faute. Non, c'est pas de notre faute. Et qui pourtant accueille le mondial de l'auto. Oui. Cherchez l'erreur. Oui, Ah oui, cherchons l'erreur, oui, effectivement. Et donc, la moins motorisée de France, les gens, effectivement, trouvent que c'est très bien que les banlieusards ne viennent pas en voiture jusqu'au centre de Paris. Enfin, les gens, on nous dit que les gens trouvent ça très bien, mais effectivement, a priori, il y a un sondage qui date de l'époque de Delanoë qui disait que 7 Parisiens sur 10 n'avaient pas de voiture. Oui. Madame Hidalgo, forte de ceci, s'est dit si je tape sur la voiture, si je tape sur tous les utilisateurs de deux roues motorisées, je ne me fâche pas avec mes électeurs et je vais laisser une trace dans l'histoire. Je pense qu'elle est en train de construire ce qu'il faut pour laisser la trace dans l'histoire de celle qui aura fermé les voies sur berge à Paris. Voies sur berge qu'on nous a dit vouloir rendre aux piétons. Or, c'est un mensonge historique parce qu'elles ont été construites sous Pompidou exclusivement Évidemment. pour la voiture. Elle Alors n'existait pas pour les piétons. Après, déjà. on s'en félicite pas, mais il y a un autre mensonge derrière. Quand on nous dit des voitures qui sont sur les quais hauts, qui patientent 25 minutes, polluent moins que des voitures qui passent à 45 km/h en fluidifié. C'est évidemment faux. C'est- Mais cela dit, la presse généraliste a accrédité Oui, beaucoup absolument. cette Elle a, thèse, elle a- hein, elle a- bien elle a sûr, hein. été, elle a été timide, elle n'a pas défendu son Bah, créneau. c'est la même histoire avec le périphérique dont la limitation est passée à 70. On ça aimerait bien pollue rouler à plus. 70. Ça pollue plus qu'avant. On aimerait bien rouler Et déjà ça, à 70. faut pas le dire. Oui. Non, mais Mais c'est même parce que je connais, j'ai des amis en ce moment qui ont voté pour Hidalgo et qui se tapent maintenant 1h30 de trajet là où c'était 3/4 d'heure. Bon bah voilà. Alors, ça les conforte dans leur voilà. vote. Ah oui, Ça je les- ne sais pas, mais Ouais. en tout cas là, j'entends, ça râle beaucoup, Oui, bien sûr. bah en ce oui, moment. mais Beaucoup, il y a- beaucoup. Il y a surtout quelque chose que, enfin, je sais pas, moi on m'a toujours dit, gouverner c'est prévoir. Il y a une chose que nos politiques passent totalement sous silence. Le périphérique est l'artère la plus empruntée d'Europe. J'ai eu l'occasion de le répéter à de nombreuses reprises et je ne m'en lasse pas. 1 300 000 véhicules jour. Là-dessus, il y a 300 000 véhicules franciliens. Donc en empêchant les franciliens d'utiliser le périphérique, on n'a pas réglé le problème, loin s'en faut. Non. Loin s'en Contraire. faut. Mais là, on s'est éloigné un petit peu de notre sujet. Pour Denis. revenir à cette... je trouve que, pour revenir à la presse généraliste, peut-être qu'elle a manqué d'impertinence. Oui, c'est clair. C'est ce Peut-être qu'attend qu'à le un lecteur. moment donné, vis-à-vis des constructeurs, alors c'est difficile parce que les constructeurs sont les annonceurs aussi. Donc, bon. Mais, et on a vu, notamment, Sylvain peut Il le faut pas confirmer, fâcher, oui. qu'avec le Figaro, par exemple, quand un annonceur n'est pas content d'un article, Il retire sa il pub. peut supprimer le... Voilà. Ah mais ça La m'est pub. arrivé ça à TF1 aussi. hein. C'est Bien sûr. arrivé à Ça m'est TF1. arrivé une fois. Ça risquait pas d'arriver à France Voilà. Inter. C'est ça, Mais c'est ça l'avantage. m'est arrivé Enfin, une fois, un annonceur qui avait retiré parce qu'il n'était pas content de ce que j'avais dit de la voiture. Bon, et puis après, ça nous est tous arrivé. mais c'est pas grave. Après, ça s'arrange toujours sur un terrain de golf entre patrons. Puis voilà. non, encore une fois, c'est pas arrivé à France Inter ni à France Info. Il n'y avait pas de pub. D'accord, oui. Non, mais tous ceux qui ont travaillé dans des rédactions, il faut, jusqu'à preuve du contraire, je pense que le pourcentage est toujours le même. C'est à peu près 33% des recettes d'un journal, c'est la publicité. Donc, effectivement, en haut lieu, on dit vous êtes gentil, vous n'allez pas nous tirer une balle dans le pied, je le disais tout à l'heure, en nous fâchant avec les annonceurs.
on revient un petit peu sur le digital. Pour en revenir un peu, juste avant, je reviens sur le sujet que tu évoquais tout à l'heure. Je suis assez d'accord, je pense qu'il y a la possibilité que le papier revienne parce que c'est une autre temporalité de consommation de l'information. C'est clair. Si on Mais est il faut sur l'écrire du chaud, différemment. si on et est c'est sur ce que du- fait le Figaro Voilà. ou des gens comme ça. C'est tout à fait ça. En fait, si on est sur des sujets très chauds, mon smartphone va beaucoup plus vite. Alors que si on est sur des sujets d'analyse profonds avec une plus-value et une plume, là, il n'y a pas de souci, on pourra vendre du clair, on papier. est bien d'accord. Je pense que le mot exact a été prononcé, des plumes. Des plumes, il est clair pour moi, alors j'imagine que vous partagez ça, si ce n'est pas le cas, vous me le direz, il est clair que des plumes, sur le net, on n'en trouve pas beaucoup. Me semble-t-il, de ce que je peux voir, on est dans l'instantanéité, donc on fait vite, et puis c'est pas grave, on nous pardonnera. Alors qu'à travers des supports comme celui de Sylvain Resser, on a une analyse, on a un angle, on s'est posé des questions, une signature, on est d'accord. Oui, puis tu as beaucoup plus de déchets sur le web parce que ça mixe à la fois des choses de très très bonne qualité et des choses plutôt médiocres, voire très mauvaises. Oui. Donc forcément, c'est difficile de faire ressortir une plume. Nous, on ne se plaint pas, à l'Argus, on est des gens de qualité qui savent rédiger, qui savent donner vie à un essai, comme tu as raconté. C'est-à-dire que même si on a l'image, le texte est vraiment là pour apporter quelque chose de plus. On a vu, et pendant que vous parlez, continuez à parler Stéphane, moi je voudrais qu'on lance la petite vidéo sur la Mégane 4, la vidéo que vous avez tournée, que je trouve très marrante. On ne pourra pas pour passer toutes les musiques et tout, mais il y a une petite idée, il y a un petit clin d'œil, moi j'adore. En fait, c'est dans le cadre du développement et du test de nos formats, parce que l'Argus, on dit qu'il a pris le virage du numérique, d'accord, mais on continue et on est en work in progress permanent, parce qu'on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui et dire qu'on a réussi notre pari. Et donc, on teste des nouvelles choses sur les réseaux sociaux. La vidéo est quelque chose qu'on a appris sur le tas, c'est-à-dire que contrairement à des rédactions comme toi, nous, on apprend tout avec un smartphone, avec un boîtier numérique, et on doit créer... La révolution, c'est que vous avez des outils qui ont révolutionné la vidéo aussi. C'est-à-dire qu'on travaille avec des GoPro, avec des Feiyu, avec des petits... Il y a plein de choses qui sont extraordinaires. Même avec des drones. Avec des drones. Avec des drones. Ben voilà, il y a des outils... Ça, c'est la dernière folie, ça, on va tout faire avec les drones. Les dernières années ont été hyper riche en nouveaux outils qui permettent de filmer encore mieux. On a une facilité incroyable, et là pour te donner un exemple, sur le mondial on a fait des Facebook Live, c'est-à-dire qu'on était en live, en direct avec notre communauté, 157 000 fans sur la page Facebook. Et je crois que vous avez fait des tournages 360 degrés aussi chez On a fait des tournages 360, on a une technologie au sein du groupe Argus qui est Argus 360 qui nous permet de faire ces choses-là. Donc on a une visite virtuelle du mondial sur le site. En revanche, je crois que ça coûte un petit peu cher le 360, non ? Il faut s'arranger. Un petit coup de frein à main. Oui. Et je vous propose de regarder rapidement, parce que ça sera la dernière, cette fameuse vidéo. En revanche, comme il y a le son, la musique, on va laisser cette vidéo se dérouler. Et puis on revient tout de suite. Excusez-moi, c'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. C'est quoi comme voiture? C'est la nouvelle Mégane GT. Mégane GT? Ah ouais. Et c'est quoi comme moteur là-dedans alors? C'est le 1,6 litre TCE 205. 205 chevaux? Ah bah ils ont fait pareil que ma 308 GT, 205 chevaux aussi. La différence c'est que la vôtre, bleu gendarmerie, c'est moyen quand même. Hein. Moi, le blanc, je trouve que ça fait plutôt utilitaire sur votre véhicule. Donc on n'a pas tout laissé, mais j'avoue, j'aime bien, je veux dire, au niveau visuel, au niveau, c'est un utilitaire et ceci et cela. Je pense effectivement, ça on peut difficilement le faire dans la presse papier, mais c'est vrai que la presse digitale peut se permettre des trucs comme ça, et je crois que c'est comme ça qu'on accrochera. Là aussi. Mais là, il faut être journaliste acteur là. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a une signature, il y a une recherche. Alors c'est ce qu'on nous demande de plus en plus aussi en télé. Ouais. Incarner, il faut incarner. Alors il faut être présent. Ça veut dire quoi ça, incarner? Ça veut dire un drap blanc sur la tête. Il faut être dedans, non? Il faut incarner, il faut être dedans, dans le sujet. Être dans le motif et non plus. Pas désincarné, voilà. D'accord. Être en fait. Non, mais comme il faut avoir de l'esprit, c'est pour ça que j'ai. Mais c'est simple, Nicolas. En fait, c'est passer. Nous, c'est quoi le métier de journaliste? C'est d'être témoin. Ouais. Et ben là, on devient presque acteur, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça, incarner. Et c'est un peu ce qu'on a fait là, on essaye d'incarner les deux clients potentiels qui vont se tirer la bourre une fois qu'ils seront sur le parking. Et ça permet de faire passer toutes les infos sur l'équipement de la voiture, la motorisation, etc. Mais de toute façon, de manière ludique. J'allais dire que désormais, vous y êtes condamné à ça. Oui. Et puis en plus, ça a plein d'effets bénéfiques parce que ça amuse. On a la rédaction, on a des journalistes qui sont quand même
bons clients de ça et qui, Oui, qui qui sont se lancent à corps perdu dedans. Donc voilà, les jogging, etc., tout ramener pendant une journée de tournage, ça les amuse et ça les motive. Donc ça, c'est super intéressant. Et les retours des lecteurs sont sympas aussi. Oui. Quoi. Les commentaires Oui. sur la vidéo sont bien. Ils disent ouais, c'est marrant, vous vous mettez en situation. On est en plein dans ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc vous le faites de façon plus institutionnelle avec plus de moyens, mais on est clairement dans cette direction-là où l'humour est toujours extrêmement présent. C'est ça. Et en fait, nous, on se plaît à dire qu'on a une punchline à l'Argus qui est qu'on Une fait punchline, c'est ouais. quoi ça? On fait de la presse auto sérieuse mais pas chiante. D'accord. Et c'est la vraie différence, c'est qu'on Oui. a toujours ce respect de la qualité de l'information, mais fait- on le- utilise on le fait sérieusement sans se prendre au sérieux. exactement. D'accord. Exactement. Et on utilise tous les moyens et les leviers à notre disposition. Donc les réseaux sociaux, ça fait partie des leviers qu'on travaille. Est-ce que l'impertinence paye sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, elle paye. Et en fait, je vais te donner un exemple concret, c'est que Parce sur que je ne vois pas beaucoup. le salon de l'automobile, le sujet qui marche le mieux chez nous, c'est les flops de la rédaction. C'est-à-dire que tous les journalistes qui étaient sur le Oui. salon se disent voilà, je suis déçu par telle voiture, je suis déçu par l'absence de tel constructeur, etc. Et ce sujet-là, c'est le sujet qui attire le plus de gens chez nous parce que les gens. C'est rassurant, ça veut dire que les gens continuent à apprécier l'esprit critique Tout des à fait, professionnels tout à fait. qui sont réunis ici. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de signature pour le papier. C'est ce qu'ils attendent aussi, des prises de position, des engagements, une analyse qui disent bah, attention, on vous vend ça comme ça, mais Pleinement d'accord, c'est exactement ça. on bien fait, sûr. et quand on fait ça, on fait notre métier, que ça soit en digital ou que ça soit en papier, on fait notre métier. C'est seules les formes d'écriture changent en fait. Mais le fond du problème, c'est comment être un bon journaliste. Et qu'on soit sur de la télé, de la radio, de la presse papier ou du web, si on a cette volonté de fournir de la bonne information avec le bon média, Oui. on peut arriver à faire des choses sympas. Et faire partager sa curiosité, c'est la base. Et pendant suis d'accord. qu'on parle, je vais demander à ce qu'on envoie la dernière vidéo, celle qu'on a vue tout à l'heure. Il n'y a pas de son dessus, donc on peut continuer à parler. Où vous êtes allé aussi faire le buzz sur le Nürburgring avec une Civic type R, une Honda comme ça, puisque on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde se bagarre, toutes les marques, Nissan avec la Skyline, etc., etc. Et donc vous aussi, vous y êtes allé et il faut intriguer le lecteur, j'imagine, et le spectateur. C'est ça. Et en fait, nous, on a de la chance à la Argus, c'est qu'on a Et c'était un pilote? Ouais, on a une petite rédaction, mais dans cette rédaction, on a plein de compétences Beaucoup très de variées talent, et on a un pilote. Ça, c'est Mathieu Santis, notre pilote et essayeur, qui a couru Oui. en rallye, qui a fait pas mal d'endurance. D'accord. Et là, il C'est est pas- au volant. C'est pas le Pékin moyen quand même. C'est pas le Pékin moyen, tu vois son coup de volant, tu comprendras assez vite. De toute façon, sur le Nürburgring, il vaut mieux être pas le Oui, si on pas est être le Pékin Pékin moyen, moyen. on finit assez vite par aller embrasser le rail. Oui, c'est clair. Et il a fait pas mal d'endurance, notamment au Nürburgring, donc il connaît assez bien le tracé. Et effectivement, là, la Civic, elle ne voulait pas y aller ou elle n'était pas encore présentée. Pareil avec la Focus RS, on a fait la même chose. Tant que les constructeurs ne veulent pas dévoiler leurs chiffres sur ce circuit mythique que tout le monde utilise, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc nous, on prend les moyens, on prend la voiture, on prend le pilote, on y va et on fait nos vrais essais. Oui, et du coup, ça fait du buzz. J'imagine que c'est repris sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Après, nous, on le décline sous tous les formats possibles et ça fait partie des contenus qui sont très appréciés à l'heure actuelle. Oui, ça c'est le genre de choses que je peux pas faire à la radio. Ça c'est clair. Quoique avec de l'ambiance, il nous reste 2 minutes. Non, donc je l'avais fait avec une Lamborghini, avec le Excusez-moi, chef pilote Lamborghini excusez-nous qui du me peu. parlait Ah d'accord. tout en conduisant très très vite. C'était assez impressionnant. On entendait les crissements de Je me pneus. souviens d'un tour en Gallardo, comme ça, décapotable avec le chef essayeur en Autriche. On a fini par être dénoncé par les gens du coin et reconduit à la frontière, Manu Militari. Sylvain, quelques mots en conclusion. Je dirais que en fait, faut tirer la presse auto vers le haut, faut aller vers plus de qualité et c'est peut-être ce qui va lui permettre de renaître. À travers, comme vous le faites, de l'analyse, de la prise de position. Oui, sachant que finalement, on n'a jamais eu autant besoin d'informations qu'en ce moment, d'explications, de décryptage sur les nouvelles technologies. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas encore ce qu'est une voiture hybride rechargeable, électrique, une voiture qui fonctionne à l'hydrogène, pile à combustible. Il y a plein de choses à décrypter aujourd'hui. C'est rassurant parce que ça veut dire qu'on a encore, on peut faire l'alphabétisation des foules, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif. On a encore plein de choses à dire. Pascal. Le métier de journaliste automobile, il est passionnant en télévision encore, parce qu'en fait,
grâce à l'automobile, on aborde tous les thèmes de société. C'est On clair. parle de pollution, on parle de nouvelles énergies, on parle de sécurité routière, on parle de nouvelles technologies, on parle d'emploi, on parle d'industrie. C'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'automobile, eh bien, sur TF1, moi, j'ai pu aborder tous les thèmes de société qui nous préoccupent au quotidien. Hein, quand vous dites Donc, il y a de l'avenir. quand vous dites j'ai pu aborder, ça veut dire quoi? Il y a du changement en vue? Mais non, je vais avoir un successeur, je m'en vais. Bon, très bien, mais ça continue. Mhm. Voilà, il y aura. Mais je pense que justement, celui qui me succédera à TF1, il sera dans la même. On lui donnera les mêmes outils pour faire ça. Et je trouve que c'est bien parce que on parle pas que d'un objet avec 4 roues et un volant. D'accord, donc je vais essayer de conclure. Ça nous laisse un espoir. Il y a encore de l'espoir pour une presse papier de qualité. Juste encore Cinq un mot, secondes, Pascal, 5 secondes. Nicolas. Il y a 150 journalistes à l'AFPA. Ça serait bien qu'il y en ait le double et que la presse spécialisée vienne plus largement à cette association. L'appel est lancé. On est membre, on est déjà membre. L'appel est lancé, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bah, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu participer à ce débat. Merci. Moi, j'ai trouvé passionnant. Merci. Merci, Nicolas. J'ai trouvé ça passionnant. Merci Merci, à Nicolas. vous. Hein, Merci, quand Nicolas. non, je t'ai plus, c'est trop. Et puis, on va pouvoir, je pense, lancer le jingle hein, si je suis dans les temps, si je n'ai pas couru plus vite que la musique. Et puis, comme chaque jour, à la fin de cette émission, on reçoit pour 5 minutes, ce que j'appellerai les 5 dernières minutes, la PFA. Et donc, dès que l'on veut, on va pouvoir lancer le jingle. Merci, messieurs, en tout cas. Bonjour, bienvenue. On est donc dans ce que j'appelle les 5 dernières minutes. Il ne faut pas prendre ça de façon péjorative. Et aujourd'hui, c'est les jeunes et la filière avec l'exemple de Valeo. Donc, ont accepté de participer Anaïs Marquez. Anaïs Marquez, je ne me suis pas trompé. Vous êtes apprentie en tant que technicienne méthode maintenance au sein d'une unité de production. Et surtout, vous avez été récompensée en 2015 meilleur apprenti secteur industriel en Auvergne. Tout à fait. Je reviens vers vous après, je fais les présentations. Ensuite, j'ai donc, il faut que je me retrouve sur mon petit plan, oui. Paul Le Sueur, à côté, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bac+5, ingénieur, apprenti, puis jeune embauché conception CAO, et vous êtes même désormais le tuteur d'un apprenti après avoir été apprenti vous-même. C'est ça exactement. D'accord. Annabelle Moulon, vous êtes, directrice des relations du travail pour la France au siège du groupe Valeo. C'est tout à fait ça. Bonjour. D'accord. Et Jacques Nguyen, bonjour. Bonjour. Vous passez en octobre du statut d'apprenti à jeune embauché pour un système de production Valeo. Tout à fait. D'accord. Donc la filière en France, hein, on va rappeler rapidement, 4000 entreprises, des constructeurs, des équipementiers qui sont souvent des leaders mondiaux reconnus dans de nombreux domaines d'expertise au plan mondial et qui investissent le terrain de l'innovation comme partenaire incontournable des constructeurs. Un constructeur ne peut pas se passer d'équipementier aujourd'hui. C'est le cas de Valeo que nous recevons aujourd'hui. Donc l'illustration de la dynamique de cette filière automobile avec Valeo, c'est la tech company au cœur de l'innovation auto. Hein. Je crois que c'est un leitmotiv. C'est un leitmotiv qui revient souvent chez vous. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc Valeo est très connu pour son innovation. Donc intégrer le groupe Valeo, c'est faire le choix de l'innovation, c'est faire le choix aussi d'une carrière à l'international, puisque nous sommes présents dans plus de 35 pays. 158 usines, je crois, dans le monde. Oui, c'est à peu près ça. 14 000 ingénieurs. Voilà, avec un effectif qui a aujourd'hui compte 88 000 collaborateurs, et d'ici à 3 ans, nous serons plus de 100 000 collaborateurs. Donc une croissance et des possibilités de carrière à l'international. D'accord, ça prouve que ce qui était devenu un sous-traitant a repris le nom d'équipementier. C'est plus noble et ça veut dire, je pense aussi que c'est la valeur ajoutée de l'électronique, de toute la recherche des voitures connectées qui fait que vous êtes monté en puissance de cette façon. Tout à fait, ça fait partie des piliers stratégiques de Valeo, à la fois de travailler sur la réduction des émissions de CO2 et également sur la conduite intuitive. Donc la conduite intuitive, finalement, c'est le véhicule autonome, c'est le véhicule connecté. D'accord. Alors Anaïs, Paul et Jacques, je veux bien quand vous me parliez rapidement de votre motivation, votre parcours de formation pour intégrer Valeo. Bien, alors moi, à la base, je viens pas du tout de ce milieu-là. J'étais vendeuse avant. Ouais. Et puis, vendeuse en quoi? Vendeuse en prêt-à-porter. D'accord, on est effectivement très loin de l'univers de l'automobile. Ouais. Et puis, un jour, je me suis renseignée sur ces métiers-là et j'ai essayé. Et j'ai même repris mes études, du coup, à 21 ans.
visiblement, vous avez eu raison puisque vous avez été récompensé. Voilà, c'est ça. Et D'accord. donc, D'accord. Je vous en prie. Pour ma part, j'ai commencé par faire un UT génie mécanique et productique en apprentissage. Et j'ai suivi sur une école d'ingénieur également en apprentissage. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion de rentrer chez Valeo. D'accord, d'accord. Jacques. Donc moi, je suis passionné d'automobile depuis le plus jeune âge. Donc très tôt dans ma scolarité, j'ai orienté mes études vers l'automobile. J'ai aussi, comme Paul, un DUT génie mécanique en productique et ainsi qu'une école d'ingénieur aussi par alternance. D'accord, d'accord. Un petit point après le tour qu'on vient de faire des trois intervenants à votre niveau. Je dirais que c'est assez représentatif des parcours, des carrières que l'on peut proposer chez Valeo. On voit qu'on a des opportunités. D'être doctorant pour venir chez vous. Pas nécessairement. On a des opportunités dans tous les métiers. Je pourrais citer l'électronique comme la mécanique, mais aussi la qualité, les méthodes, des fonctions à la fois techniques comme des fonctions support, à partir du bac pro jusqu'à des doctorants derrière. Ok, merci beaucoup. Bien, Valeo confirme combien la filière automobile innove sur les véhicules du futur, respectueux de l'environnement, autonome et connecté, mais aussi dans la performance de ses process de production associés pour toujours plus de performance. Il me reste à vous remercier tous les quatre. On vous avait dit que ça serait court, ça l'est effectivement. Merci beaucoup et bonne fin de mondial. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. au revoir.